Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous attendez avec impatience d'éviter de regarder le film sur les autres chaînes et de vous concentrer à 20h30 sur Zouk TV. Nous vous en remercions. Mike et moi, nous sommes très heureux de revenir ce soir dans ce cadre assez exceptionnel d'une émission que tout le monde souhaite voir s'arrêter. Comment ça va, Mike? Ça va bien, et vous? Ça va bien? On essaie de tenir. Survivez? On essaie de tenir. On a quand même tenu jusqu'au mois de juin, quand même. Ouais, mine de rien, comme ça passe vite. Excellent. Et ce soir, nous avons un des cadors du refus de la... comment pourrait-on appeler ça? L'ancien monde. Hein, le tenant d'une implication C'est un bon début. d'une implication citoyenne. Je vais essayer de n'employer ce mot-là qu'une seule fois ce soir. Grand challenge. Ça va être compliqué. Olivier Jean-Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, bonsoir Mike, bonsoir Eddy. Bonsoir. Merci de votre invitation. On tenait beaucoup à ce que vous puissiez venir dans cette émission parce que d'une part, on sait que vous tenez un discours qui ne plaît évidemment qu'à nous, apparemment, et très peu, je dirais, aux spécialistes de la politique. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous tenez ce discours? Est-ce que vous écrivez tous ces bouquins juste pour emmerder le peuple? Alors, bien sûr que non. Peut-être pas le peuple? Et non seulement ça, mais alors d'abord, avant tout, le peuple des politiques, bien évidemment, vous avez compris. Avant tout, bon, je ne suis ni cadeau et ni nouveau monde. Hein. Et non, j'ai l'habitude. Vous avez compris que ça tient de la provocation. Bien sûr, je vous connais non, bien. Mais vous savez qu'Emmanuel Macron regarde ces émissions, faites attention. Donc, je ne suis qu'un citoyen ordinaire et qui a habité par l'envie de contribuer à l'amélioration du vivre ensemble, très clairement. Alors Olivier, on va faire un petit peu la police, entre guillemets, dès le départ. Quand Daniel Chaumet est passé, j'ai compté le nombre de fois où il a dit qu'il était président du parc naturel. Et vous, je vais compter le nombre de fois où vous direz citoyen. Question de Mike Erasque. Ah bon, c'est une question de... C'est la socio ici. La parole est contrôlée, le nombre de mots est limité. Statistiques. Alors, je vois que vous êtes venu avec votre dernier ouvrage. Vous êtes quand même un auteur productif, quoi. Qui s'appelle Démocratie de la lumière. Oui, de la lumière. Alors pourquoi ce choix de ce mot lumière qui pourrait, vous connaissez, vous savez qu'il y a des mauvaises langues dans ce pays et ailleurs. Déjà qu'on vous associe souvent à un utopiste et à un doux rêveur, est-ce que le choix du mot lumière, ça y est, certains vont dire qu'il y a une dimension ésotérique et que de doux rêveur, vous êtes passé carrément à illuminer, quoi? Pourquoi ce choix-là, plus sérieusement? Pourquoi ce vocable-là, lumière? Ce vocable-là, parce que j'ai l'impression que nos démocraties progressent vers l'ombre, que l'ombre gagne et que nos démocraties fonctionnent de moins en moins bien. Et notamment parce qu'on a de moins en moins de transparence dans le fonctionnement de nos institutions et qu'un regain de transparence pourrait, selon moi, améliorer le fonctionnement donc, de nos institutions et notamment les relations qu'ont les élus avec les citoyens, avec les journalistes et aussi avec les fonctionnaires, les agents des services publics qui sont en charge de l'application des politiques publiques. Voilà. Comment vous illustrez une telle accusation? Parce que une accusation, non, oui, non, vous dites, c'est un constat. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples? Parce qu'on ne vous connaît pas comme étant un accusateur gratuit, déjanté, comme certains autour de cette table, sur des pratiques obscures. Vous dites, on va de moins en moins vers cette fameuse lumière, et je pense que vous faites référence aux lumières de la fin du XVIIIe, du XIXe siècle, européenne, et on va vers plutôt l'obscurantisme. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cet obscurantisme? C'est par exemple, c'est l'illustration en est donnée par exemple sur la liberté de la presse en France aujourd'hui.
où vous savez bien que dans les derniers mois, les dernières semaines, il y a plusieurs journalistes qui ont été convoqués par des instances judiciaires pour très clairement un peu leur mettre la pression. Et pour vous donner un exemple très factuel, vous savez que donc, chaque année, The Economist dresse une liste et un état de la démocratie. Donc il y a un index de la démocratie et la France figure aujourd'hui à la 29e position. Donc derrière le Chili, derrière le Botswana, et elle est qualifiée de démocratie imparfaite, justement, où non seulement la liberté de la presse est menacée, mais où la culture politique aussi est faible et où la participation politique est faible. Mais pour vous, c'est pas une surprise, parce que bon, les gouvernements... Oui, mais c'est pas quelque chose d'acceptable, c'est pas quelque chose de souhaitable. C'est pas quelque chose de souhaitable. Mais dans votre discours, on a l'impression que là, on y va, que c'est devenu intolérable, alors que bon, on a connu, enfin, pas nous directement, mais bon, des gouvernements... sous le général de Gaulle, avec des gens comme Perfit, Focard, Mesmer, etc. Le LTF, avec une information très encadrée, quoi, pour employer vraiment un euphémisme, quoi. Oui. Mais l'idée justement, de pouvoir fixer un cadre. Parce que dans ce livre-là, je décris ma démocratie idéale. D'accord, en tant qu'acteur de cette démocratie-là, alors faut pas que il y a des mots que je n'ai pas le droit d'utiliser. Oui, vous citoyen, vous pouvez dire. Je veux dire citoyen, d'accord. Ordinaire, c'est à l'étude. On va dire citoyen de base, citoyen lambda, il est bon synonyme. Normal, synonyme. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire voilà, qu'est-ce que par rapport au dysfonctionnement qu'on constate dans notre démocratie, par rapport au dysfonctionnement qu'on constate dans nos institutions, qu'est-ce que nous, et quand je dis nous, c'est nous les citoyens, les électeurs, les administrés, qu'est-ce que nous les journalistes, qu'est-ce que nous les élus, qu'est-ce que nous les fonctionnaires, donc les agents des services publics, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le fonctionnement de cette démocratie-là, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer l'intelligence collective. Comment on peut faire pour être plus intelligent collectivement, pour prendre des décisions qui ont plus de sens, et surtout comment on peut faire pour réengager des acteurs qui se sont complètement désengagés du champ politique, du champ électoral. Comment on peut faire, voilà, c'est ce que je dresse dans ce livre-là les conditions, mais bien sûr c'est ce que moi je vois, de mon point de vue de citoyen normal. Quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour que nous, citoyens élus, administratifs et journalistes, on puisse construire quelque chose qui aurait plus de sens pour moi. Alors, vous évoquiez à l'instant le classement établi par The Economist, qui est un magazine, un journal britannique. Tout à fait. Est-ce que la Martinique figure au classement ? Non, mais non, la Martinique fait partie de... Petite provocation. Bien sûr. Je vais essayer une transition un peu humoristique, c'est pour ça. Est-ce que vous disiez que l'ombre gagne ? Est-ce qu'elle gagne aussi en Martinique ? J'imagine que oui. Et depuis quand vous situez cette propagation de l'ombre en Martinique ? À quelles années, plus ou moins précisément ? Ça a commencé, selon vous, processus crépusculaire. Très bien, l'image est en très grande forme. Ça promet, vraiment. Si vous voulez, vous avez... alors, ça ne concerne pas que la Martinique. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui s'est passé donc, dans les années 90. Donc, il y a eu en 89 la chute du mur de Berlin, en 91 l'URSS qui a explosé. Et donc après cette période-là, les années 90-2000, on a cru au niveau mondial que la démocratie avait gagné. Que la démocratie était indépassable. Ouais. Et c'était même, et certains comme Fukuyama ont écrit sur la fin de l'histoire. L'histoire est finie, la démocratie a gagné. Et on voit bien que depuis au début des années 2000, partout dans le monde, vous avez donc une montée des idées et des votes dits populistes. Et vous avez, donc depuis, en fait, les 5 dernières années, ça s'est beaucoup accéléré. Donc, qui en Pologne, qui en Hongrie, qui aux États-Unis, qui au Brésil.
ou en Italie, par exemple, pour citer, ou en Turquie, par exemple. Donc voilà ce que moi je vois, ce que le citoyen normal constate. Il constate que ça s'est accéléré au cours des 10 dernières années. Voilà. Est-ce que, enfin, il y a un mot qui est très très présent dans l'espace médiatique français et aussi en Martinique, dans une moindre mesure peut-être, qui est celui, vous l'avez nommé à l'instant, de populisme et de populiste. Alors, il y a beaucoup de définitions de ce mot qui circulent. Quelle est la vôtre éventuellement, ou alors à laquelle de ces définitions vous adhérez? Alors pour moi, ce que moi j'appelle populiste, c'est des partis politiques ou des formations politiques qui s'appuient sur des sujets de mécontentement, de frustration, mais sans apporter après de solutions. Et donc qui engrangent, en fait, compte, et qui construisent des coalitions de la colère et de la peur, sans proposer quelque chose qui va dans le sens plutôt de l'émancipation individuelle et collective. Voilà. Selon vous, on a des formations comme ça en Martinique? On en a eu. Mais bien sûr, mais pas, on en a plusieurs. Et si vous voulez, on est dans un mode aujourd'hui d'organisation des formations politiques, des institutions, et y compris des entreprises, dans un mode d'organisation très pyramidal, où le pouvoir et l'information sont concentrés au sommet. Et on n'est pas dans une logique, justement, où on distribue l'information et l'autorité et la responsabilité. Donc oui, on est dans des logiques... Là, vous ne parlez plus de populisme, là. On parle d'organisation. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans des logiques très, très autoritaires. D'accord. Très, très autoritaires, qui, justement, s'appuient sur le mécontentement. Et globalement, aujourd'hui, dans les élections, on est plutôt tenté, et moi, j'en ai assez, très clairement, de plutôt voter contre que voter pour un projet. On va voter pour barrer la route à quelqu'un plutôt que voter pour quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms, puisque ici on cultive la non-langue de bois. Quand vous dites qu'il y a plusieurs formations politiques qui obéissent à ce schéma-là, lesquelles? Mais je dirais la quasi-totalité aujourd'hui des formations politiques utilisent ce schéma-là. Je ne parle pas de populisme, je parle vraiment de l'organisation pyramidale. Mais moi, je parle de populisme, parce que la question de Mike, c'était est-ce que cette... Sauf si on s'est mal compris, il me semble que vous avez répondu à cette question. Est-ce qu'il y a des organisations politiques populistes en Martinique? Je crois que vous avez répondu oui. Il y en a plusieurs. Lesquelles? Je dirais que toutes les formations politiques qui s'appuient sur la colère, sur la peur, sur la frustration et qui génèrent justement des voix et qui prennent le pouvoir à partir de là, mais pas sur des projets, mais sur le rejet, pour moi, cultive une forme de populisme. On dirait que vous craignez de les nommer. Vous voulez que je vous cite des noms et vous me direz, je ne sais pas, moi, j'en sais rien, alors je prendrai celle qui recueille le plus de voix, par exemple le MIM, le PPM. Le MIM n'est pas la formation qui collecte le plus de voix. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit celle qui rassemble des voix. En général, aujourd'hui, si on les classe sur un critère qui est celui du nombre de voix obtenues au cours des dernières élections, des 10 dernières années, vous faites ça très bien. C'est un de vos bouquins. Quels sont les partis qui obéissent à ce schéma? Alors, je vais inverser très clairement. Je ne vois pas aujourd'hui de formation politique majeure en Martinique qui cultive des projets qui mobilisent, je dirais, l'espoir, l'enthousiasme, la joie et l'amour. Donc on est dans une assemblée qui représente... Voilà. Pardon, Andy. On est dans une assemblée à la CTM qui est composée uniquement d'élus qui ont recueilli des voix sur, l'absence de programme, c'est ce que vous dites, et sur la colère. Et la peur. Oui, la peur et la volonté d'évincer la personne qui était en place. Et c'est vrai pour des élections municipales ou des élections territoriales, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se bat oui, parce que... on change d'état d'esprit, on change le mindset, justement. Et c'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là. Et on construit, en fait, une culture, une pratique politique
où il y a plus d'interaction entre les citoyens, les administratifs, les élus, les journalistes, d'accord, et où on procède à des évaluations des politiques publiques régulières, de façon pas anticipative, où on ne collectionne pas les programmes qui ont 20, 30, 40, 50 ou 100 promesses plus irréalisables les unes que les autres. Et on pratique un langage de vérité avec les électeurs, les administrés et avec aussi les administratifs. On considère globalement les gens comme des adultes et pas comme des enfants à qui il faut faire peur ou qu'il faut récompenser. Donc quand vous dites « on », vous vous adressez ou vous parlez spécifiquement de ceux qui sont, avec ou sans guillemets, au pouvoir et de ceux qui prétendent exercer un jour ce pouvoir. Oui, très clairement. Que la balle est dans leur camp, quoi. Oui, la balle, pas seulement, parce que ça dépend aussi de notre comportement à nous, citoyens, notre comportement déjà électoral, savoir si on va voter ou pas, d'une part. Mais s'il n'y a personne qui prône l'amour, personne ne va aller voter, en fait. On peut légitimement douter que ça vienne spontanément d'eux-mêmes. Il faudrait peut-être qu'il y ait une pression. Mais je pense que quand même, vous savez, les dirigeants, les responsables politiques, bon, ils sentent bien qu'il y a quand même un petit malaise aujourd'hui. Au niveau, lorsqu'ils observent déjà que le nombre de leurs militants, quand même, décroît, quand ils observent l'évolution des taux de participation à toutes les élections, y compris aux élections municipales, y compris aux élections donc, présidentielles, encore plus aux élections législatives, ils sentent bien qu'à un moment, il y a un flottement. C'est-à-dire que quand vous êtes député et que vous êtes élu avec seulement 15% des inscrits, je pense qu'à un moment, ils se demandent, bon, quelle légitimité j'ai, et puis surtout, comment je peux faire pour mobiliser les gens, plus de personnes. Vous en êtes certain de ça, de leur prise de conscience? Parce que nous, on a plutôt l'impression... Moi, je pense qu'il y a au moins un questionnement. C'est pas, vous ne partagez pas ça, non? Ben, je me dis que s'il y avait un questionnement comme la décroissance de la participation date de la fin des années 80, ben, ça fait presque 30 ans maintenant, plus de 30 ans, que ce personnel politique devrait, après s'être posé la question, avoir changé de logiciel, comme vous dites. Ben, c'est pas le cas. Ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. On entend même des gens de moins de 30 ans faisant partie de ces mouvements politiques classiques tenir un discours qui est exactement similaire à celui de la fin des années 80. Et on a quand même, pour rebondir sur ce que dit Eddy, on a quand même le sentiment que ces politiques-là, dans leur majorité, font, entre guillemets, avec l'existant, quoi, avec ça qui a voté, quoi, pour faire court. Oui, même si, évidemment, ils espèrent qu'il y ait plus de participation, etc., et que cette augmentation de la participation se dirige vers leur liste ou vers leur projet. On a quand même l'impression, de manière concrète, dans les déclinaisons concrètes qui sont faites, ou pas d'ailleurs, de ce constat-là, d'une désaffection des urnes, etc., on a le sentiment, enfin, partagé peut-être, que ils font avec l'existence, c'est ce que je disais à l'instant. Oui, il faut avec l'existence, jusqu'à ce qu'ils perdent. Et on voit bien ce qui se passe au niveau du paysage politique français, qui a été complètement dynamité par l'irruption donc, En Marche et Macron. Et ça, c'est récent, on est d'accord, c'est récent, c'est extrêmement récent. Bien sûr, c'est extrêmement récent. Et ce que je veux dire, c'est que, je pense que ça fait réfléchir quelques responsables politiques. Quand vous voyez que le maire de Fort-de-France est élu avec moins de 20% des inscrits, moi, je suis convaincu qu'il doit se poser des questions sur la mobilisation citoyenne, comment mobiliser les citoyens, comment remobiliser les citoyens, et ne serait-ce que pour avoir des interlocuteurs en face, justement, pour établir un dialogue, pour pouvoir construire quelque chose de collectif. On a l'impression que dans votre bouche, c'est plutôt un souhait qu'une réalité. Je ne sais pas si... En tout cas, nous, on n'identifie pas d'attitude, même de discours. Vous avez bien vu, si on continue sur l'exemple de Fort-de-France, vous avez bien vu que quand même, il y a des choses qui bougent en termes de mobilisation citoyenne à Fort-de-France. Avec les conseils, il faut y aller. C'est loin, c'est très, 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 très loin d'être parfait. Très clairement. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ça a apparu après 2014, ça ?
les conseils, il faut y aller. Après l'élection de Didier Laguerre. Peut-être que le nom n'était pas le même, mais ça n'existait pas avant sous une autre forme. Il y avait des conseils de quartier, après, mais vous voyez bien que depuis, très clairement, moi c'est ce que j'observe. Mais vous savez, je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Mais ce que moi je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un dynamisme qui est quand même plus prononcé, par exemple. Donc, en termes de démocratie participative et de mobilisation citoyenne. Et je prends l'exemple de Fort-de-France. Depuis l'arrivée de M. Laguerre, je prends notre exemple aussi. La question de mobilisation et de participation. Là encore, c'est vraiment loin d'être parfait. Mais on a quand même 2 exemples au niveau de la collectivité territoriale où il y a eu une volonté de participation. Je prends l'exemple du logo. Le logo. C'est-à-dire que le logo, il y a eu un appel à projet. Drapeau. Non, je parle du logo. Le logo. Le logo de la CTM. Le logo de la CTM. Ok, d'accord, pardon. On parlera de votre dossier tout à l'heure. Avec plaisir. Alors au niveau du logo, il y a eu un appel à projet. C'est-à-dire qu'on a inciter les gens à participer, c'est extrêmement c'était quelque chose d'innovant, notamment de la part d'Alfred Marie-Jeanne, qui est plutôt connu comme quelqu'un plutôt de dirigiste. Et donc, il y a eu cette ouverture-là. Alors après, les citoyens ont fait leur proposition de logo, et puis après, c'était la boîte noire, on ne sait pas quels critères étaient retenus pour choisir le logo que nous avons aujourd'hui. Et puis je vois aussi donc, la fameuse participation sur le drapeau et l'hymne. Là encore, c'est imparfait. C'est vraiment imparfait, maladroit. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises. Par exemple. De communication. Le fait de communiquer sur le fait que ça soit quelque chose de participatif. Vous avez des affiches, on vous invite à voter, on vous dit votre voix compte, puis quand vous regardez dans le règlement de la consultation, on vous dit que c'est le président qui va choisir. In fine, quoi. Et que votre voix, ce sera une indication, mais que c'est le président qui va choisir. On vous donne une composition de comité technique. Bon, on ne sait pas qui vraiment. Donc là, ça manque de transparence. Vous parlez de lumière. Ça manque de lumière. Ça manque de transparence, par exemple. Vous voyez ? Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une volonté. C'est-à-dire qu'il y a, alors après, ça peut être assimilé à de la manipulation, mais il y a une volonté. C'est-à-dire que les politiques se sentent obligés au moins d'afficher une démarche participative. Et moi, je pense qu'une fois qu'ils affichent la démarche participative, leur volonté, parce qu'avant ces épisodes-là, je n'avais jamais entendu Alfred Marie-Jeanne, le mime, parler de démocratie participative. Jamais. D'accord ? Autant on l'entendait ailleurs et c'était pratiqué plus ou moins bien, mais là, il y a une évolution. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est donc pour vous le signe. Quand je prends l'exemple de Fort, j'ai pris l'exemple de Fort-de-France, mais j'aurais pu prendre bien sûr l'exemple du prêcheur, ou de Schellcher. J'aurais pu prendre aussi l'exemple de Sainte-Luce, où c'est une liste citoyenne qui a été élue en 2014. Monsieur Nicaise Monrose, c'est un mouvement citoyen qui en fait compte, est en liaison avec le comité citoyen du Sud, qui est intervenu aussi dans la gestion des affaires d'un différend au niveau du diamant ou sur le prix de l'eau, vous voyez. Donc vous voyez bien que dans la société martiniquaise aujourd'hui, il y a une demande des acteurs de plus d'implication et de plus de concertation. Vous savez, aujourd'hui, vous et moi, nous donnons notre avis. Nous passons notre temps, beaucoup de temps, à donner des avis, soit pour recommander un hôtel, un loueur de voiture, ou pour mettre un like sur un post Facebook, Instagram. Donc, on donne notre avis. Et vous ne pourrez pas canaliser cette envie-là de donner son avis seulement à de la consommation. Ça déborde sur le politique, très clairement. Et donc, les politiques doivent en fait, donner une réponse, doivent accorder un espace. Et c'est pour ça qu'Alfred Marie-Jeanne, qui n'est pas un participatif, je dirais génétique, est obligé de faire un geste.
Et pour moi, ça montre qu'il y a quelque chose qui change. Après, il faut le faire correctement, il faut le faire bien, il faut le faire professionnellement, il faut le faire de façon transparente, il faut le faire de façon sincère, il faut le faire de façon honnête. Mais on est en train... Donc voici ce que moi je vois. Alors, on se pose systématiquement la question, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que on ne comprend pas que vous ne débouchiez pas vers une offre politique. Parce que, effectivement, vous dites, ben voilà à quoi ça ressemblerait si on changeait de méthode. Je résume, hein, je caricature peut-être. Mais peut-être que l'absence d'offre, je dirais, correspondant à cette espèce d'horizon que vous dépeignez, ben les gens disent, bon ben oui, il a sans doute raison, mais au moment du vote, pour qui on va voter? Puisqu'il n'y a aucun représentant de cette école, de cette nouvelle école je dirais d'engagement politique. Qu'est-ce que vous attendez pour sauter le pas? Alors que vous l'avez déjà sauté en plus. Vous étiez candidat en 2012 en 2012 aux législatives et en 2015 sur la liste. Voilà, j'étais pas sur la liste, ouais, mais j'ai soutenu la liste Martinique citoyenne aux élections territoriales. Ben écoutez, vous savez, j'ai compris que les élections, c'est pas un passage obligé pour contribuer à faire avancer les choses, voilà. Et j'ai compris aussi que les élections aussi, aller aux élections, participer aux élections, c'est peut-être pas bénéficier de la plus grande liberté pour pouvoir exprimer clairement ses idées. Et parce que quand vous allez dans une élection, vous êtes contraint, vous avez des codes médiatico-politiques à respecter, si vous voulez. Il faut collecter des suffrages, si vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vous avez les codes, il y a un jeu, il y a des règles du jeu. Et ces règles du jeu-là me semblent aujourd'hui contraignantes pour ma créativité, ma contribution. Et donc, j'ai choisi, très clairement, de ne pas en fait, investir ce champ-là, mais de contribuer au débat démocratique, donc à avancer des idées. Pour que quelqu'un emprunte cette voie. Mais bien sûr. Mais ils sont pour plus influencer. Vous savez, je pense que je vois... Vous savez qu'il y a un nouveau parti qui s'est créé, qui s'appelle PIA, donc qui est co-présidé par M. Nilor et Nadeau. Je pense que M. Nadeau a une écoute particulièrement attentive, et c'est même un précurseur de la démocratie participative en Martinique. Donc PIA serait... je donne un exemple. Donc, les gens qui s'occupent de la démocratie participative à Fort-de-France, au PPM aussi, je pense que je leur fournis peut-être quelques éléments de réflexion. Ah d'accord, donc la stratégie c'est, au lieu de créer un nouveau mouvement, par exemple, à votre initiative... Il y en a déjà assez, M. Maracho. Il y a déjà assez de partis politiques en Martinique. Oui, d'accord, mais aucun de ces partis-là ne correspond réellement à ce que vous souhaitez, je vais vite, hein, et qui correspondent à vos projets. Mais on ne peut pas créer un parti pour chaque personne, pour qui correspond au desiderata et à l'idéal de chaque personne. Mais on a l'espoir que vous n'êtes pas tout seul quand même, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui pensent comme vous. Donc, en fait, la stratégie, je termine, c'est plutôt de faire évoluer les choses au sein des composantes classiques de l'échiquier politique. Oui, des anciennes et des nouvelles, tout à fait. Et aussi de diffuser grâce aux médias, très clairement aussi, ces idées-là, grâce aussi à des activités professionnelles de formation que j'ai, de diffuser cette culture-là de la participation, en expliquant que c'est pas quelque chose qui correspond à de l'utopie ou à un rêve, à quelque chose qui est pratiqué. Et l'idée, c'est de dire, mais quelles conditions on doit réunir pour que ce qui est pratiqué ailleurs puisse être aussi pratiqué ici? Avec quelle adaptation par rapport à nos spécificités donc, historiques, géographiques, sociologiques? Comment on peut faire? Aujourd'hui, il y a clairement une demande de participation des acteurs de la société. On a l'impression que dans votre discours, ce qui prévaut, c'est plus la méthode
et vous venez d'en parler, puisque vous dites comment peut-on faire, donc méthode, stratégie, comme vous voulez, que sur la finalité et le contenu. Parce que on parle, quand on lit vos bouquins, vous parlez très peu d'idéologie. Vous dites, mais on va dans le mur tout simplement parce qu'on se comporte mal, on ne fait pas appel de manière régulière, récurrente aux idées des autres, aux propositions des autres. Donc c'est plus de la méthode que de l'idéologie. C'est fini en fait. L'idéologie, vous avez une croix dessus. Les valeurs, les choix stratégiques, le bien, le mal, tout ça, vous évacuez ça. Pas du tout. Mais c'est où? C'est où? Jusqu'à ce moment, vous posiez la question. Je viens à compléter la question dans un instant. Allez-y tout de suite. Comme en ça. termes de sensibilité politique, vous êtes de droite, de gauche, du centre, aucun des trois? Alors moi, je vais vous dire, je suis pour l'émancipation individuelle et collective. Je suis pour l'autonomie individuelle et collective. Je souhaite L'autonomie, c'est un mot connoté, vous savez ça? Oui, mais surtout en Martinique. Oui, il est connoté en Martinique. Après, quand vous dites autonomie, il ne s'agit pas d'une autonomie de l'individu, mais on est bien d'accord qu'une autonomie politique par rapport à un pouvoir central. Pas seulement. Non, mais au moins ça là. Oui, mais bien sûr. Et justement, ce que moi aussi, j'ai eu l'occasion déjà d'écrire, c'est que les tenants de l'autonomie, voire de l'indépendance nationale, ont écrit très peu sur l'autonomie individuelle. Et pour moi, un acte majeur, justement, de culture de cette autonomie individuelle a été la création du CERMAC en 71 par Aimé Césaire. Je pense que quand Aimé Césaire et son équipe ont créé le CERMAC, c'était justement pour mettre les Martiniquais en situation de création, de contribution, justement. Mais depuis, je n'ai pas identifié de mesures majeures d'émancipation individuelle. Pourquoi vous dites ça? Attendez. Comme vous n'en avez pas vu, je vous en cite un exemple qui vous a peut-être échappé. Mais quand Aimé Césaire et Camille Dancière décident, en l'absence de financement, de créer plus d'une dizaine de lycées pour faire en sorte que les Martiniquais puissent avoir accès à l'éducation, parce qu'il y a, à cette époque-là, au milieu des années 80, il n'y a que 3 lycées. On est d'accord. C'est là, vous pouvez la retenir, ça? Oui, je la retiens. D'accord. Ok, je la retiens. Donc, ce fameux contenu idéologique... Attendez. Donc voilà, ça c'est pour répondre à Mike. Donc voilà. Ensuite, sur la question de la méthode, oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a un tel désengagement des citoyens, s'il y a une telle défiance, s'il y a une absence de confiance, s'il y a une difficulté à mobiliser les acteurs, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui donc, de lisibilité de la méthode, très clairement, et que cette méthode-là n'est pas assez inclusive, très clairement. Et dans ce livre-là, je fais un développement justement sur la question des valeurs. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial, parce que ce sont les valeurs qui vont permettre de mobiliser une communauté. Non, mais et notamment dans un monde qui est volatile, qui est incertain, liquide. Qui est complexe, exactement, qui est ambigu. Qui est liquide. Voilà. Un peu gazeux, mais bon. Ouais. Mais voilà. Et l'idée, justement, c'est qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on manque de repères à des valeurs. Et mais c'est aussi valable pour les entreprises, hein, et dans des collectivités, et aussi au niveau de l'État, on va afficher donc des mesures techniques, mais en les déconnectant des valeurs qui portent ces valeurs techniques-là. Donc, au contraire, je dis, les valeurs doivent être au centre de la réflexion. Mais le problème, c'est que vous ne les choisissez pas. Mais non, je ne les choisis pas. Mais il faut... Attendez. Non. Alors oui, dans le livre Rentier dans l'esprit, j'ai choisi. J'ai donné un exemple, voilà. Mais ce que je dis, c'est que je préfère laisser le champ ouvert pour que chacun aussi puisse apporter sa contribution. Et dans ce livre, donc Démocratie de la Lumière, j'explique aussi, parce que souvent on dit ah oui, j'ai des valeurs. Alors que les valeurs, c'est complexe. Et il faut arriver à expliquer qu'il y a des valeurs morales, il y a des valeurs d'engagement, il y a des valeurs de conquête. Bon, vous voyez, donc, et de donner des exemples. Et donc, merci de me donner l'occasion de préciser que la question des valeurs est centrale. Et c'est clair que la question de la méthode aussi est fondamentale selon moi.
pour pouvoir, parce que c'est ça l'enjeu pour moi, c'est réengager les acteurs du collectif. Donc comment on réengage les acteurs du collectif? C'est quand on leur donne de la visibilité sur la méthode, donc sur des valeurs, mais avant même les valeurs, c'est pouvoir établir quelle est la mission du collectif. Et ça, mais c'est aussi valable au niveau individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que le collectif doit apporter. Aujourd'hui, je pense que la Martinique gagnerait à identifier et à construire de façon collective sa mission. C'est quoi? Qu'est-ce que nous apportons au monde? Qu'est-ce que la Martinique apporte au monde? Ça veut dire quoi être martiniquais? Vous voyez? Ensuite, selon moi, il faut déterminer, là, si jamais on dirige une mairie, on dirige une entreprise, on dirige une collectivité territoriale, mais c'est quoi le cap? C'est quoi l'objectif prioritaire à 10 ans? Est-ce qu'on a aussi la difficulté à se projeter au-delà de la prochaine élection, si vous voulez? Parce qu'ils ont des CDD, hein, les hommes politiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont évalués sur du temps court. Et il faut peut-être qu'on remette au premier plan la question du temps long aussi. Alors, Olivier, j'ai plusieurs questions. Quand je vous ai demandé si vous étiez aujourd'hui de droite ou de gauche, vous m'avez dit que vous êtes pour l'émancipation individuelle et collective. Oui. Quel mot vous mettez sur émancipation? Un individu émancipé, pour vous, c'est quoi? Il fait quoi? Qui est-il, quoi? C'est un individu, et là je me réfère à la pensée donc, du prix Nobel Amartya Sen, donc, qui a écrit sur la question des capacités, et qui dit que le développement d'un pays, c'est pas seulement son revenu, c'est pas seulement le PIB. Et d'ailleurs, Amartya Sen est à l'origine de la construction de l'indice de développement humain, l'IDH, donc qui intègre des données liées à la santé et à l'éducation. Et donc, Amartya Sen dit un pays développé, c'est quoi? C'est un pays où les individus ont la capacité de choisir la vie qu'ils souhaitent. C'est-à-dire qu'on leur a donné la capacité, notamment par la santé, notamment par l'éducation, la capacité justement à choisir leur métier, leur manière de vivre, et qu'ils ne soient pas, par exemple, dans la dépendance, dans la précarité. Voilà. Pour moi, c'est ça un individu émancipé. C'est ça un individu émancipé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah non, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux, mais je pense aussi qu'il ne faut pas que nous renoncions à l'ambition. Mais autre chose, en quoi parce que vous avez été membre pendant, je sais pas, vous allez nous le lire, un certain nombre d'années du Parti progressiste martiniquais, en quoi cet engagement politique-là, pour le coup clair, défini, etc., limpide, en quoi, ou plutôt comment il a nourri vos écrits depuis, vous écrivez depuis ces 7 ou 8 dernières années. Depuis qu'il a quitté le PPM. En fait, ça a été ça. Ça a été ça le déclic. Le PPM vous a donné envie d'écrire. Oui, mais après, oui, disons que... Qu'est-ce que ça vous a apporté, bien sûr, dans les grandes lignes, en positif et en négatif, cette expérience-là? Une compréhension de ce qu'est un parti politique, une compréhension du fonctionnement d'un parti politique, la connaissance aussi donc, de contexte de campagne électorale, donc de construction et de promotion d'un programme électoral, la meilleure connaissance aussi du fonctionnement des opérations électorales aussi, très clairement, par exemple. Ouais. Des relations humaines très très riches qui perdurent toujours. Et c'est clair que, et ça me concerne, hein, je n'étais pas, pour moi, les conditions n'étaient pas réunies au PPM à l'époque pour que je puisse m'exprimer comme je m'exprime aujourd'hui, si vous voulez, très clairement. Pourquoi? Parce que au PPM, je ne me sentais pas libre d'écrire, par exemple, que les mairies progressistes PPM et les différentes administrations qui ont été dirigées par des PPM, selon moi, avaient du mal à montrer des actions qui étaient en accord avec la question de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on restait toujours sur des questions d'émancipation institutionnelle, d'accord ? Mais on avait complètement zappé
pour moi, le PPM, et c'est pas le seul, tous les autres partis ont zappé la question de l'émancipation individuelle. Vous y étiez dans quelles années? Entre quelle année? J'étais entre 2003 et 2011. Mais là encore, j'étais un citoyen, j'étais un militant de base. Hein. J'étais pas dirigeant, mais je n'ai pas trouvé l'espace pour pouvoir être autorisé à écrire ça. Mais parce que je n'ai pas tout compris, j'ai pas peut-être utilisé toutes les marges de manœuvre qui m'étaient offertes. Je n'ai peut-être pas tout vu non plus. Voilà. Et à l'époque, vous étiez de gauche et dans l'autonomisme césarien. Je vous taquine. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, s'il vous plaît. On adore les histoires. J'ai été étudiant donc, dans l'Hexagone et j'ai participé à l'animation d'associations d'étudiants antillais-guyanais. Ouais. Et je participais donc à des associations qui avaient comme objectif de dire voilà, on est là, on fait des études, on se forme dans l'Hexagone ou ailleurs et après on va rentrer au pays, on va apporter notre contribution. Classique. Et j'ai eu l'occasion de ne pas faire mon service militaire à la caserne, j'étais volontaire à l'aide technique. Okay. Et j'ai eu la proposition d'une banque mutualiste et de la mairie de Fort-de-France. Et moi, dans cette optique-là, justement, donc d'apporter ma contribution, j'ai dit non, moi je choisis la mairie de Fort-de-France parce que c'est la mairie d'Aimé Césaire, parce qu'on va y travailler pour l'émancipation du peuple. Voilà. Eh bien, j'ai subi une grosse désillusion. Non, j'ai subi une grosse désillusion. Donc, c'est pour vous dire que, très clairement, à cette époque-là, oui, je me situais, donc je réfléchissais en termes de gauche et de droite, d'autonomie, et j'étais très clairement donc autonomiste. Je fais la passe à Eddy pour la désillusion. Oui. On rappelle quand même que vous étiez volontaire à l'aide technique au moment où Césaire était encore maire. Oui, c'était la grosse désillusion emporte, elle emporte les certitudes que vous aviez sur la puissance politique d'une mairie dirigée par le poète quand même. Oui, tout à fait. C'est passé aussi. Non, mais pas c'était quand même assez ancré, puisque ça se passe entre 94 et 96. Et ensuite, j'ai quand même adhéré officiellement au PPM en 2003. Malgré ça. Entre 2003 et 2011, oui, parce que, si vous voulez, c'était l'air de chimie. C'était le renouveau, c'était la promesse de quelque chose de nouveau, d'innovant. Et j'ai clairement été séduit par ce moment-là, et je me suis engagé donc, dans un parti politique. Et j'ai compris aussi que la question de la méthode, et donc comment on décide ensemble, comment on prend des décisions ensemble, comment on les exécute ensemble une fois qu'on a gagné les élections, comment on met en œuvre le programme aussi. J'ai compris qu'on avait de très gros progrès à faire sur ces plans-là. Mais ça a engagé donc les réflexions qui ont donné donc mes essais sur sortir de la pyramide hiérarchique, grand tiers, grand l'esprit et démocratie de la lumière. On est quand même, moi notamment, j'espère ne pas être le seul, on est quand même dubitatif sur la question du première. Vous dites, tous ces échecs-là sont liés à la déconnexion entre la façon dont on fait de la politique, soyons concrets, et ces fameuses valeurs. Donc la technique, la réponse technique et les valeurs. Mais peut-être que c'est pas ça non plus. Peut-être. Alors, moi j'émets l'hypothèse suivante. Est-ce que les gens qui s'occupent de ces réflexions, et vous en faites partie, de manière récurrente, et là on ne peut pas vous en faire le procès, de ne pas vous intéresser à ça, peut-être que les gens qui s'intéressent à ça oublient la réalité d'un pays dont la moitié de la population vit sous des seuils de pauvreté, de la moitié des salariés, ce qui n'est pas la population, vit avec moins de 1 200 € net par mois, d'une population dont seuls 10% payent des impôts. Donc la notion de précarité et de fragilité économique est centrale. Donc perdre son temps à parler des valeurs, des techniques, sans penser que chaque 30 du mois ou même chaque semaine, il y a des gens qui ne font pas face à la réalité économique. Est-ce que c'est pas ça la vraie question ?
Et là, comme ça, toutes ces questions un peu théoriques, voire rhétoriques, disparaissent. Alors moi, vous savez, monsieur Marajo, je pense qu'il ne faut pas renoncer à l'ambition de transformer la réalité. Oui, la réalité, attendez. La réalité, c'est en partie ce que vous avez décrit. Ouais. Mais ce que vous avez décrit, c'est pas ça seulement. La Martinique, ce n'est pas ça seulement. D'une part. Et c'est parce que si on imagine que la Martinique, c'est ça seulement, ce que vous avez décrit là, d'accord ? Ouais. Ça ne doit pas nous interdire de nous projeter dans l'avenir et d'écrire la Martinique souhaitable que nous souhaitons, que nous désirons. Parce que ça, personne ne désire ça. On est d'accord ? Personne n'est heureux dans le tableau que vous avez dressé là. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, bon, ben c'est comme ça, et on se soumet à la réalité. Et moi, je pense que le réel, c'est pas seulement ce qui s'impose à nous, c'est aussi ce qu'on peut transformer. Et là encore, principalement, on parle de valeurs. Là. Vous voyez ? Moi, je pense que nous pouvons, individuellement et collectivement, transformer la trajectoire qui a peut-être été écrite par d'autres, selon leur intérêt. Mais il faut peut-être que nous prenions en main pour écrire notre propre histoire. Et dans ce livre-là, Démocratie de la Lumière, je parle de figures du pouvoir inspirantes. Je parle donc de modèles. Pas de modèle, parce que quand on dit un modèle, il faut répliquer fidèlement. Ce sont des contextes sociaux, historiques, différents. Ces fameuses figures, ce sont des... Alors, je vais vous expliquer qui. Ouais. Je prends 3 figures, mais j'en aurais pu prendre une dizaine. Hein. Il y a Václav Havel, qui a été président de l'ancienne Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque. D'accord ? Et donc, qui a été un militant, donc, qui a été dans l'opposition donc, au régime communiste. Je prends aussi comme exemple Pepe Mujica, qui a été président de l'Uruguay. L'Uruguay qui est classé comme étant une démocratie en meilleure santé que la France. Hein. Voilà. Je ferme la parenthèse. On peut y mettre quelques doutes. Non. Et vous savez que, par exemple, en Uruguay, un président n'a pas le droit de se représenter. Oui. Il ne peut pas faire 2 mandats successifs. Et moi, je trouve que c'est vraiment un grand progrès démocratique. Je ferme la parenthèse. Et puis, je prends aussi comme exemple Thomas Sankara. Donc, Haute-Volta, Burkina Faso. Et je pense que la réalité que vivaient les Burkinabés à l'époque, donc en 83, était un peu plus sévère que ce que nous vivons aujourd'hui, monsieur. Et ça n'a pas empêché, alors ça lui en a coûté sa vie, très clairement, ouais. Mais ça n'a pas empêché de transformer en profondeur le pays de 83 à 87. C'est pour ça que je dis qu'il faut renoncer, renoncer à se soumettre au fatalisme. Et on a encore le pouvoir de changer et d'influencer notre vie au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà, mais ça nécessite de changer d'état d'esprit, de mindset et de se reprendre en main. Voilà. Je sais que vous êtes en... Ça laisse sans voix. Ça infuse, puis ça nourrit de futures questions. Je sais que vous êtes souvent au contact de vos lecteurs ou de ceux qui vont le devenir, notamment dans des dédicaces en librairie, et puis vous participez à des conférences, à des rencontres, etc. Parmi les gens que vous rencontrez, les Martiniquais, on va parler de la Martinique, que vous rencontrez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne votent pas ou qui ne votent plus ? Ah, mais il y en a énormément. Sur 100 personnes, il y en a au moins... Écoutez, faut aussi rester modeste. Bon, j'en rencontre beaucoup de gens, mais je ne rencontre pas toute la Martinique. Non, mais j'ai dit 100 personnes. Rassurez-nous, vous avez déjà rencontré depuis en 7 ans 100 personnes. Oui, bien sûr. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis aussi, les gens qui viennent me voir aussi, ce sont des gens qui sont réceptifs à ces idées-là aussi. Okay. Mais il y a... Globalement, et puis alors il y a non seulement les gens qui viennent me rencontrer, avec qui j'échange, voilà, qui adhèrent à ces idées-là, mais il y a surtout, alors là, il y a surtout aussi les gens qui me regardent, et quand j'ai comme sous-titre du livre Grand Tchèque dans l'esprit, c'est plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive. Voilà, les gens éclatent de rire, soit ils éclatent de rire, soit ils disent...
Oui, l'idéaliste, l'utopiste, Donc, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont désengagés, qui sont qui ont renoncé à toute idée de construction collective. Ce ne serait pas eux qui seraient majoritaires par Mais exemple bien sûr en qu'ils sont Martinique? majoritaires. Mais bien sûr qu'ils sont majoritaires. Mais bien sûr qu'ils sont. Et c'est pour ça que c'est grave. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'interpelle les élus. Je les interpelle aussi. J'interpelle les médias. J'interpelle aussi les agents des services publics pour dire, mais bon, est-ce nous qu'a quitté là? Allez pour ça, quoi. Qui ça nous qu'a fait? Alors moi, j'apporte de façon très humble, à mon niveau, si vous voulez, une contribution. À quoi ça sert? Je ne sais pas, monsieur Marajou. Je vous ai pas posé la question. Non, mais je la vois venir. Non, j'en ai d'autres. Et puis quand vous me demandez, mais pourquoi vous n'allez pas aux élections? Pourquoi aux élections? Pourquoi vous ne vous formez pas? Voilà. Ouais. Je dis, mais écoutez, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça ne sert pas à créer un parti, ça. Ce que je fais ne sert pas à créer un parti. Ça ne sert pas à me positionner. Non, en fait, ma question c'était en tant que candidat. Quand est-ce que vous allez nous sortir un bouquin? Oui. Moi, je me souviens de vos propos lors de votre candidature aux législatives dans le Nord, circonscription du Nord. Vous aviez, de manière systématique, un regard sur la réalité de votre circonscription, sur le chômage, sur la production, etc. Et les gens, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup voté pour vous. À mon avis, principalement pour des problèmes de notoriété. Vous étiez tout nouveau dans le coin, vous arriviez. Mais, alors vous avez renoncé. Vous avez renoncé à continuer. Mais les gens portaient de l'intérêt au contenu de votre discours. Parce qu'ils reconnaissaient leur réalité. Et puis, vous apportiez un certain nombre d'idées. Par exemple, sur les déserts médicaux, les choses comme ça. Vous êtes passé de ça, qui correspondait probablement à une attente des gens, parce que le discours politique, c'était pas du tout ça. Hein. Aucun homme politique ne monte en disant, bon, écoutez, je constate qu'il n'y a pas de médecins, et voilà ce qu'il faut faire pour avoir des médecins. Et ce que vous faisiez à l'époque, vous êtes passé de ça, donc un discours en lien avec la réalité, à un truc, c'est les gens qui le disent, vous venez de le dire, à un truc qui, parfois, fait sourire, de manière un peu condescendante, pour le moins, à des gens qui disent mais il est devenu fou. Pourquoi avoir laissé tomber le discours pragmatique en lien avec une réalité avec le réel. que les gens reconnaissent? Parce que quand ils ouvrent votre bouquin, ils sont séduits par sa teneur, j'allais dire, intellectuelle et ouverte sur l'avenir, mais structurée autour de concepts qu'ils ont du mal à relier. Vous parliez de déconnexion entre les valeurs et les techniques au terrain. Pourquoi ne pas revenir sur le terrain? Alors, plusieurs réponses. La première, c'est que lors de cette candidature en 2012 aux élections législatives dans la circonscription du Nord, en fait, je me suis plié justement aux règles de l'élection. Donc, il faut avoir des mesures, notamment en tant que député, par exemple, je proposais aussi des mesures pour assurer donc la continuité territoriale. Ce que presque tous les députés ont proposé. Mais aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que nos députés aujourd'hui, dans le système actuel, là, n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Et donc, si vous voulez, je me suis dit... Attendez. Vous dites qu'ils n'ont aucun pouvoir. Attendez. Ce sont quand même des députés corses, et oui, qui ont bataillé ferme avec les gouvernements de l'époque pour installer une continuité territoriale entre le continent et la Corse. Vous savez bien qu'il n'y avait pas que les députés qui se battaient. Oui, il y avait des mecs qui posaient des bombes. Bon, vous savez ça. Mais... Et vous savez bien qu'aujourd'hui, oui, en France, vous savez bien comment ça marche. C'est-à-dire que très clairement, et l'exemple des Gilets jaunes nous le montre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la démocratie telle qu'elle est organisée aujourd'hui, il faut être soit silencieux, soit faire du bruit.
C'est le rapport de force. C'est ça. Mais c'est clair, écoutez, vous croyez que il y aurait eu un grand débat national si il n'y avait pas eu des flammes sur donc l'Arc de Triomphe, s'il n'y avait pas eu des débordements? Aujourd'hui, on est dans cette logique de rapport de force-là, et ce ne sont pas les députés seuls, les seuls députés corses qui ont obtenu ces résultats-là. Non, mais les mecs qui posaient des bombes, ils ne voulaient pas la continuité territoriale. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Ceux qui posaient des bombes, la continuité territoriale, ils s'en foutaient. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez cette pression-là, quand vous avez, jusqu'à présent, j'espère que ça n'arrivera pas, on n'a pas encore tué de préfet en Martinique. Je ne crois pas. Ouais. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, M. Marajo, c'est que ce n'est pas l'action parlementaire des députés corses qui ont fait évoluer la situation de la Corse. C'est pas seulement. Non, c'est pas seulement. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu de pouvoir quand même. Oui, j'exagère un peu. Oui. Bon, bien sûr, il y a eu des choses qui se sont faites au niveau parlementaire. Il y a la loi sur l'indivision qui a fini par être appliquée. Bon, visiblement, c'est pas trop évident, hein, c'est un peu difficile. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que pour revenir à votre question initiale, c'est-à-dire que donc, je me suis mis dans la peau d'un candidat. Ouais. Donc, il a un programme, il parle justement aux gens de leurs préoccupations quotidiennes, d'accord? Et, mais pour moi, ça marche pas, monsieur Marajo. C'est-à-dire que, regardez... Quand vous dites ça marche pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de voix avec ça, c'est ça? Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que même si on est élu, on n'a pas de capacité à changer vraiment la vie des gens. Et moi, je pense que... Ça me rappelle le président. Vous étiez candidat pour quoi, alors? Parce pour que vous moi, faire connaître, en fait. Non, pas du tout. Non, parce que je voulais changer la vie des gens. Mais j'ai compris que, d'une part, l'exercice électoral, et après, j'ai compris un petit peu comment. Ça m'a permis de comprendre aussi comment fonctionnaient les institutions, comment étaient financées les campagnes électorales, quelle incidence avait l'importance du budget sur le résultat électoral. Par exemple, vous voyez, un petit détail. Hein, ça coûte cher. Voilà. Et donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais candidat et j'y suis allé avec toute mon authenticité, toute ma sincérité. Déjà, là, on me traitait de rêveur. On dit, voilà, il va en candidat, il n'a pas de soutien, machin, qu'est-ce qu'il va faire là, quoi? Il ne fait pas ça pour se faire voir. Bref. Et donc, moi, j'ai compris aussi que c'est pas comme ça que je vais contribuer. Et j'ai choisi, et comme c'est quand même moi qui choisis ma place, et ce que je veux apporter à la société, j'ai choisi donc d'apporter des éléments qui apportent plus de connaissances sur le fonctionnement des institutions, ce que j'ai fait avec la publication donc, des mémentos des élections, où j'ai révélé donc, des éléments d'information sur le financement des partis politiques, sur le financement des campagnes électorales, par exemple, en plus des résultats, sur la question aussi des indemnités des élus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les élus gagnent beaucoup d'argent, c'est totalement faux. Et puis, j'ai aussi apporté donc, des éléments, donc, des idées sur comment on peut s'organiser donc, dans une collectivité en mettant en place, par exemple, un budget participatif où on transfère une partie du pouvoir à l'administré qui va pouvoir dire quel projet est important pour lui, d'accord, et voter pour le projet qui est important pour lui, par exemple. Et dans Grand Tiers, Grand l'Esprit, j'expliquais aussi comment on peut, ensemble, dessiner une vision commune à la Martinique. Mais je pense que ce qui se passe, je ne me fais pas trop d'illusions. Aujourd'hui, les majoritaires, ce sont les cyniques. Ce sont les cyniques très clairement qui disent ça sert à rien, c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, c'est pas non. C'est pas que les cyniques, les gens. Je dirais, mais le cynisme est majoritaire. C'est ce dont parlait tout à l'heure. Le cynisme est aujourd'hui ceux qui sont dans la survie aussi. Non mais oui, mais je vous dis, le cynisme aujourd'hui est majoritaire et on le voit aussi. À cause aussi des contraintes sociales et de la précarité aussi, les élections, soit comme une possibilité aussi, notamment pour les électeurs, de pouvoir échanger quelque chose. On est dans une logique du vote transactionnel. C'est bon, qui sort qu'à faire moins, quoi. Mon vote c'est bon, mais qui sort qu'à faire moins là, tout de suite, à présent, pour moins, pour famille moins.
Bon, moi... Parce que les gens sont dans la difficulté. Mais monsieur Marajo, je ne nie pas ça. Je ne nie pas ça. Mais je veux juste dire, je nous dis à nous aussi. Et moi aussi, vous savez, moi j'habite chez le Cher, il y a des routes qui passent, il y a des problèmes, donc il y a la voirie qui passe aussi. Bon, j'ai des demandes, hein. Il y a des fois, on ne fait pas, la CACEM ne nettoie pas devant ma maison, voilà. Bref. Donc il faut que j'appelle le maire, l'adjoint du quartier, je lui dis, bon, frère, voilà. Donc, il regarde cette émission. Si vous avez un message à faire passer. J'ai des demandes. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que... Vous les comparez pas, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas... Non, ce que je veux dire... Par rapport à la survie. Non, ce que je veux vous dire, je veux bien. Moi, ce qui me semble dangereux, monsieur Marajo, c'est que cette survie-là est quelquefois instrumentalisée. Probablement, mais elle existe. Non, mais elle existe. Ouais. Mais elle existe, si vous voulez. Mais quel bilan vous tirez? Parce que vous avez comparé le système politique dans lequel on vous a fait jouer et vous avez accepté de jouer, mais vous vous êtes retiré en disant bon, ça me convient pas. Donc ça, vous dites ça ne marche pas, même quand on est élu, ça ne marche pas, tout simplement parce que le système actuel c'est pas seulement le système, mais notre comportement, notre façon d'exercer l'autorité, notre façon d'exercer le pouvoir, notre façon de voir la relation entre administrés, élus, agents administratifs et journalistes aussi, pour moi, est perfectible. D'accord. Ça marche pas. Vous avez des doutes, et vous l'exprimez en souriant régulièrement, sur votre capacité à faire changer, même si vous avez quand même un espoir, changer les choses à l'intérieur grâce à votre réflexion. Donc, qu'est-ce qui reste? Ah non, j'ai pas de doute. Non, moi je suis convaincu, monsieur Marajo. Moi je suis convaincu. Que ça vous allez faire bouger les lignes? Oui, que je contribue, mais. Vous allez changer la vie des gens avec ces bouquins-là. Attendez, moi, ma conviction, si vous voulez, quand j'écris ces bouquins-là, quand je vais en librairie, quand j'échange, quand je fais des conférences dans les communes, moi je suis convaincu que non seulement je permets à des personnes, j'apporte de l'information, je me nourris de cette information-là et je participe à une culture du débat, de l'échange d'idées. Attendez. Vous êtes convaincu de pouvoir changer la vie des gens? Mais non, bien sûr que non, je ne vais pas changer la vie. Mais parce que si vous voulez, moi, je ne pense pas non plus qu'il existe quelqu'un qui, d'un coup de baguette magique, parce qu'il a été élu, va changer la vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a des cyniques, non? C'est qu'il y a plein de gens qui partagent l'opinion que vous venez d'exprimer que de dire de toute façon... Je dis que face à ça, face à cette situation-là, d'accord, nous, en tant que citoyens, et ça c'est ma position personnelle, je me dis, mais moi, je n'ai pas encore, peut-être que je vais adopter cette position-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je dis, c'est que moi, je ne souhaite pas aujourd'hui adopter cette position-là et dire, bon, ça va être louloute, quoi. Ouais. Payer à capati, bon, mais ça va être tout. Moi-même, c'est jouer là avec Ini, et puis après, nous, quoi. Ça qui fait. Et moi, je dis à mes compatriotes, aux gens de ma communauté, je dis, bon, on peut peut-être faire quelque chose ensemble de plus engageant, de plus beau et de plus prometteur pour nos enfants, mais aussi pour honorer la mémoire de nos ancêtres, de ceux qui se sont battus pour nous donner, même si elle n'est pas idéale, une condition quand même relativement correcte, même si les inégalités sont plus profondes que dans d'autres pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est, allons, selon moi, sortons du cycle où on se concentre sur soi, sur ses difficultés personnelles, et on s'interdit de penser collectif, de se projeter de façon collective, voilà. Parce que je pense que, selon moi, c'est une impasse collective. Là, c'est clair. Juste j'essaye d'honorer une tradition dans cette émission qui est celle des doubles questions. Je vais commencer par la première. Tout à l'heure, vous disiez, je crois, qu'il y avait deux attitudes dominantes quelque part. Les silencieux et ceux qui font du bruit, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Martiniquais, ou un certain nombre de Martiniquais, de manière conséquente, fassent plus de bruit sur plusieurs sujets et plusieurs problématiques? Bon, sans évidemment, je ne parle pas de poser des bombes et tout ce qu'on a évoqué précédemment, mais parce que finalement, la seule forme de pression, et vraiment avec les guillemets qui s'imposent, sur les élus et ceux qui ont le pouvoir, c'est l'abstention. Et on a vu...
Vous dites que c'est la seule force de... La seule forme de pression, entre guillemets. Ah mais non, Qui existe aujourd'hui. Qui existe aujourd'hui. Enfin, celle qui est pratiquée. Et on ne sait pas ce qu'ils font de cette réalité concrètement. Pour moi, l'abstention, c'est... Non, c'est un service courant aux gens qui ne veulent pas que les choses changent, hein, et qui sont déjà en place, hein, si vous voulez, très clairement. Non, moi je pense que l'abstention... Ah d'accord, c'est encore plus radical que ce que j'imaginais, d'accord. C'est du vrai cynisme. Non. Mais Enfin, non, celui qui s'abstient et participe au cynisme. Il renforce le comportement général de celui qui est en place. D'accord. Il ne participe pas. Il en est conscient quand même. Il est quand même conscient qu'il conserve le système. Après, les motivations de l'abstention sont multiples. Et c'est pour ça que, par exemple, j'explique dans ce livre-là, que moi je suis favorable au vote obligatoire. De la même façon qu'on doit aller à l'école, on doit scolariser nos enfants, c'est obligatoire, c'est pas un choix. De la même façon qu'on doit payer nos impôts, c'est pas une option. On doit aussi voter. Et je suis persuadé que si le vote était obligatoire, les résultats auraient été différents. Là, on n'est plus dans le collaboratif et le participatif. Non, mais... C'est un peu plus vertical. Oui, tout à fait, on est d'accord. On est d'accord, non, mais l'idée, c'est que, si vous voulez... Alors, je ne voudrais pas paraître trop macroniste, mais il faut conjuguer. Ça va, vous en sortez bien jusqu'à maintenant. Il faut conjuguer, si vous voulez. Donc, à la fois... Et puis, il y a des situations aussi. Il y a des situations où on peut travailler en collaboratif. Pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent pourquoi l'allusion, c'est que vous faites du « en même temps », c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez... moi, je suis... Voilà. Donc, ce que je veux dire... Et pour répondre à votre première question, est-ce que les Martiniquais doivent faire du oui, un peu plus, quoi. Moi, je dis oui. Et en même temps, attendez. Oui, on va pas... Oui, gardez le fil. Donc, il faut faire plus de bruit. C'est là que ça devient macronien. Il faut faire. Et simultanément, il faut construire l'avenir. Il faut se projeter dans le temps long. Mais je prends un exemple, là, dans l'actualité, là. Les événements de fond, là, au Lyon. Le sentier littoral. Voilà. S'il n'y avait pas eu de coup de sang là, s'il n'y avait pas eu de destruction là, ça passait qu'il brennait. Voilà. Je suis désolé. Et donc le préfet dit oui, donc on assure la loi. Mais qu'est-ce qui se passait avant cet incident-là, qui n'est pas le premier. Il y a 10 ans, il y avait eu... Absolument. Au même endroit. Au même endroit. Donc ce que je veux dire, c'est que globalement, visiblement, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas pour moi une attitude qui est pérenne à long terme. On va pas, il faut qu'on se projette plus loin. Mais si il faut faire plus de bruit pour faire bouger les choses de façon rapide, il faut le faire. Il faut le faire en respectant après certaines valeurs. Donc oui, parce qu'il y a un second volet, n'oubliez pas. Oui, allez-y. Oui. Et donc la question de l'abstention, c'est ça? Oui. Non, donc, vous y avez répondu. Voilà, c'est ça. Donc j'ai répondu. Juste une petite, le second volet de la question, une autre question plus précisément. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse municipale qu'on va refermer tous les deux, j'imagine. Vous évoquiez tout à l'heure votre participation en 2015 où vous souteniez la liste Martinique citoyenne pour l'élection inaugurale de la CTM. Est-ce que vous soutenez toujours? Vous êtes Chelcherois, enfin vous vivez à Chelcherois. Oui. Est-ce que vous soutenez toujours? Est-ce que vous soutenez toujours les ateliers Chelcherois, dont la tête de liste sera très probablement Franck Setrose-Rosemont? Parce que je vous avais vu l'année dernière, je crois, vous les souteniez. Il avait même fait des photos. Absolument. Ah oui, on a des traces. Hein. C'est maintenant une tradition. On fait des photos des rassemblements politiques. Mais là, il avait fait gracieusement. Dites-le plus fort. S'il vous plaît. Dites-le plus fort. De ce que je sais. Alors, est-ce que vous soutenez toujours ce collectif citoyen? En plus, a priori, c'est un qualificatif qui vous parle. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que cette initiative-là est très belle et très utile à la démocratie chelcheroise et à la démocratie martiniquaise. Mais comme je l'ai expliqué donc, à mes collègues des ateliers chelcherois, j'ai pris du recul parce que je ne pouvais pas, du fait de mes fonctions professionnelles, conjuguer un engagement partisan et un engagement donc, de conseil justement en formation sur le participatif. Okay. Donc je leur ai donné un coup de main, je les ai aidés très clairement et j'espère qu'ils iront le plus loin possible parce que ça va faire progresser l'idée de participation sur le territoire de Chelcher, mais aussi sur toute la Martinique. Vous aimeriez les voir gagner? Quand vous dites vous aimeriez qu'ils aillent le plus loin possible, moi, vous aimeriez les voir gagner? Ce que je souhaite, si vous voulez, ce que je souhaite, c'est que la culture et que les pratiques participatives
se développe en Martinique. Et de façon rigoureuse et non pas de façon instrumentale. Voilà. Un parti politique qui vous écouterait et qui mettrait en pratique vos conseils réussirait à vous séduire à nouveau? Non. C'est fini. Aujourd'hui, je suis dans une logique de conseil, je suis consultant. Et parce que, vous savez, on ne trouve pas sa place tout de suite, hein, donc ça prend un peu de temps. Voilà, donc j'ai trouvé ma place, donc qui est plutôt dans le conseil plutôt que dans l'engagement partisan. Vous êtes sur la rive, c'est fini. Sans dévaloriser que ce soit la posture donc, de consultant, la posture donc, d'engager dans des partis politiques. On va quand même vous poser la question de votre regard. J'espère que vous allez nous le donner en dépit ou malgré votre rôle de consultant, celui que vous venez de décrire. Si vous deviez tirer un bilan de l'action des dirigeants de la CTM en Martinique aujourd'hui, quel serait-il? Alors, je regarderai le programme des listes qui composent donc la coalition Grand Assemblée pour un pays en chance. Et j'aurais du mal à faire la relation entre les programmes de ces deux listes-là et les actions de la CTM. Et donc, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on est un peu dans la gestion du quotidien, dans l'improvisation. On n'est pas dans une logique justement qui génère de la lisibilité, qui génère de l'engagement, qui génère de l'adhésion. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et donc, pour terminer, si vous voulez, par exemple, pour vous donner un exemple, hein, et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que dans l'accord qui a été signé entre les deux tours, entre Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne, il était prévu à l'article 6. Le contrat de mandature. Exactement. Une évaluation des politiques publiques tous les 2 ans. Et c'était pour moi une grande avancée, la question, parce que je parle aussi dans Démocratie de la Lumière de la question de l'évaluation des politiques publiques aussi. Et force est de constater que, 2 ans, on est bientôt donc, sur les 4 ans, et il n'y a pas de trace de dispositif d'évaluation des politiques publiques connu du citoyen ordinaire que je suis. Et on se contente chaque année, je continue à répondre à votre question, oui, tout à fait. On continue chaque année à publier des bilans en disant voilà, on a dépensé tant de millions pour faire des routes, tant de millions pour la formation professionnelle, tant de millions pour la pêche, pour l'agriculture. Et globalement, pour moi, je pense qu'il faut vraiment, et j'invite tous les conseillers territoriaux, mais aussi tous les conseillers municipaux et tous les candidats, mais aussi les journalistes et les citoyens à lire donc, ce Démocratie de la Lumière-là, pour qu'on puisse changer nos manières de faire, nos manières d'écrire des programmes, nos manières de mettre en œuvre des programmes, nos manières d'évaluer et de corriger aussi les actions pendant... Voilà. Donc, je suis très, très réservé, pour répondre à votre question, sur l'action de l'équipe qui pilote la CTM aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y ajouter, parce que vous aviez marqué à plusieurs reprises votre distance vis-à-vis du PPM de manière générale et de Serge Letchimy en particulier, est-ce qu'on peut rajouter l'adjectif de déçu? Quand vous dites vous êtes réservé, on a l'impression que vous êtes plutôt déçu de ce que font les gens de la CTM, ou je me trompe? Ah oui, écoutez, moi je suis déçu, et je l'ai dit, ce n'est un secret pour personne, moi j'ai voté pour cette liste-là. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, très clairement. Parce que quelqu'un qui a voté pour Alfred Marie-Jeanne... bien sûr. Et qui... Non, j'ai pas voté pour Alfred Marie-Jeanne. J'ai voté pour le Grand Assemblée pour ma payer en chance. Oui. Et justement, je me disais, Alfred Marie-Jeanne, avec Claude Lise à ses côtés, avec Yann Monplaisir, voilà quelque chose d'équilibré. Mais visiblement, on est dans le déséquilibre aujourd'hui. On est clairement dans le déséquilibre. Donc oui, je suis déçu, bien sûr. Et il y avait une grande promesse aussi dans cette entente-là, justement, de sortir des clivages, donc du cloisonnement, pour travailler à l'élaboration d'une vision commune. Mais on n'y est pas. C'est ce qui étonne les observateurs du paysage politique, c'est une
une telle croyance, une telle confiance plutôt dans cet attelage pour changer les choses venant de votre part? Parce qu'on attendait de votre part, vous qui avez été broyé, excusez-moi du terme, mais par la machine que vous avez décrite d'un parti politique, hein. Oui. Non, j'ai pas le sentiment d'avoir été broyé, monsieur. Non, j'ai pas été. Vous dites j'ai été victime d'une grande désillusion. Non, j'ai pas été broyé. Non, mais pas du tout. Non, vous êtes sorti de là un peu. Non, et je n'ai pas prononcé le terme de victime. Hein. Non. Non, c'est moi qui dis victime. Non, mais c'est bien ce que je dis. Donc je ne me sens pas comme une victime. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui a été broyé. Oui. Je me sens comme quelqu'un qui a accordé sa confiance et qui a signé un chèque en blanc, très clairement. Et très clairement, qui s'est fait débanquer. Voilà. Non, mais c'est ça. Enfin, je traduisais. Voilà. Débanquer, c'est pas mal parce que ça va parler. Oui, ça parle bien. Ça parle bien. Mais quand vous êtes débanqué, vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. J'ai accordé de la confiance. Oui. Visiblement, et ce que non, moi j'ai compris, ça fait deux fois là. Ce que oui, si on... mais ça fait deux fois que vous vous faites débanquer. Non mais ça explique peut-être pour moi. Ah oui, on comprend mieux. Là on comprend mieux. Vous avez choisi là. Non mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Hein. Oui. Moi je n'ai pas fait campagne. Oui, bien sûr. Rassembler pour payer en chance. Hein. Vous avez été séduit. J'ai fait campagne. Pour une liste donc, en laquelle je croyais, qui était Martinique citoyenne, qui voulait justement apporter une rénovation donc, à la vie politique. Mais là encore, vous avez pris très très vite, tout de suite après, ou même pendant la campagne, vous avez pris du recul. Ah non, pas pendant la campagne, non, là, vous ne pouvez pas dire ça. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je n'ai pris aucun recul. Non, mais pendant la campagne, tout le monde s'attendait à ce que vous soyez candidat. Non, mais écoutez, quand vous non, pas du tout. Non, mais là. Mike, oui. Non. Oui, mais nous avions décidé de mettre en place un processus. Donc, de tirage au sort pour désigner les candidats. D'accord. Et il y avait une obligation de désigner une tête de liste pour des raisons administratives, très clairement, qui était Nathalie Josse. Mais, donc, je me suis prêté au jeu et je n'ai pas été retenu dans le tirage au sort. Donc, moi, j'ai respecté les consignes. J'allais pas justement, traficoter, justement, jouer avec les résultats, justement, pour. Mais non. Nous faut bailler sérieux, quoi. On a fait quelque chose d'intègre, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que ça n'a pas été très bien compris. J'ai compris ça. C'est fini, c'est fini ça. Et donc je sais pas. Moi, je reste convaincu de l'intérêt du tirage au sort, mais bon, bref. Et on peut en discuter. Ce que je veux dire, donc je n'ai pas pris de recul pendant la campagne de Martinique citoyenne. J'ai été très très actif pendant et même encore après la campagne. Vous savez, une fois que la campagne est terminée, il faut la clôturer. Hein. Vous avez des comptes à déposer, vous avez des fournisseurs à payer. Et après vous avez dit bon c'est fini quoi. Et Martinique citoyenne, vous avez pris du recul. J'ai pris du recul parce qu'à un moment il faut retrouver un peu de lucidité, voilà. Donc ce que les gens ne comprennent pas, ont du mal à comprendre, c'est que il y a quand même, c'est presque systémique. Vous allez dedans, au cœur du système. Je m'engage. Le système vous expulse. Le système ne m'expulse pas. Non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. Le système vous expulse ou vous dites, j'ai compris, je m'en retire. Vous accordez votre confiance, vous dites vous-même que vous êtes séduit, Mike a repris l'expression. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça sert à quelque chose de vous intéresser à la chose publique et politique? Mais je vais vous expliquer, monsieur. Mais oui, ça veut dire que je tiens compte de toutes ces expériences-là. Ce sont toutes ces expériences-là qui nourrissent mes écrits. Et dans ce livre-là, Démocratie de la Lumière, je propose aussi un autre mode de scrutin. Que le scrutin majoritaire à 2 tours. Mais qui est un scrutin, mais où... Moi, je me retrouve piégé. C'est-à-dire que globalement... Vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous. Oui, allons réfléchir. Et je vous dis, et là encore, je dis, il y a des alternatives à ce scrutin majoritaire. À 2 tours, il y a un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin au jugement majoritaire. Vous allez me réinviter pour que je puisse vous expliquer ça, parce que c'est long, c'est un peu long quand on ne connaît pas. Qui est appliqué où? Qui est appliqué dans certaines collectivités pour prendre certaines décisions, qui est appliqué aussi dans certaines démocraties comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors, donc, tout ça pour vous dire que ce mode de scrutin-là, on se retrouve donc soit à voter contre, à barrer la route, et moi, donc...
j'ai choisi en 2015 de participer à l'émergence donc, d'une liste de citoyens, pour justement ne pas me retrouver piégé, mais pouvoir voter en fait contre positivement. Ouais, donc pour adhérer à quelque chose, mais pas contre quelqu'un, pour barrer la route, machin. Hein. Et puis dans le deuxième tour, je me dis pour qui je vote. Et donc j'avais le choix entre la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle, dont l'exercice du mandat 2010-2015 avait été pour moi vraiment aux antipodes du programme de la campagne de 2010 que j'avais mené avec eux, si vous voulez. Et puis cette ouverture-là entre donc, la droite et les indépendantistes, avec des gens dont on m'avait vanté l'expérience. Donc je dis, mais... Vous avez voté pour l'équilibre. Donc j'ai voté pour le moins pire. Ouais, ok. J'ai pas voté... Mais Olivier Jean-Marie, parce que là, je pense qu'on est... Oui, on se dirige vers la fin de l'émission. Les coups de main, c'est fini. Les coups de main aux collectifs, aux candidats pour telle ou telle élection, c'est terminé, ça aussi. Alors... Si Martinique, je vais préciser la question, si Martinique citoyenne, dont on n'a pas de nouvelles particulières, décide de se positionner pour les municipales ou davantage pour la CTM en 2021 et vous sollicite, est-ce que là aussi la période des coups de main est aussi... la séquence des coups de main est terminée? La séquence militante est terminée. Pour l'instant, pour moi, très clairement. La séquence militante est terminée. L'engagement partisan, si vous voulez, est terminé. D'accord, ça c'est net. Oui, très clairement. Aujourd'hui, dans le contexte... Dans le contexte actuel... Qui est devant sa télé aussi. Mais non, mais Franck le sait, les camarades donc, des ateliers Chelchewa, on s'est expliqué. Donc, quand vous passez sur Zouk TV, c'est officiel. Oui, là, mais bien sûr. Ouais. Et donc, si vous voulez, l'idée c'est que je pense que... et c'est l'histoire aussi d'une vie, une trajectoire de vie, et puis d'un moment aussi. Donc je me retrouve aussi aujourd'hui à un moment de ma vie où je dis, bon, le militantisme dans des formes de partis traditionnels me semble un peu limité, voilà. Et c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir de l'énergie et du temps. Juste un mot très rapidement, parce que là la conclusion se profile. Je sais que vous avez notamment travaillé sur le financement des partis politiques, etc., et que vous avez sorti un ouvrage il y a quelque temps dessus. Dans ce que vous avez accumulé comme informations, comme données, etc., est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont particulièrement interpellé ou surpris dans les données pécuniaires, notamment, que vous avez collectées? Oui. J'ai découvert... Un ou deux exemples rapides. Je vous donne un exemple qui me vient là. J'ai découvert que le parti progressiste martiniquais était en fait compte un centre de transit, donc de financement public pour d'autres partis de Guadeloupe. Faites attention. Je vais vous laisser en tête. Non, mais là, ce sont des données, ce sont des données vérifiables, ouvertes. Ok, allez-y. Je ne traduis rien de confidentiel pour des financements publics. Je vous explique. Je m'explique. C'est-à-dire que très clairement, Madame Manin, députée, qui est députée Bâtir le pays Martinique, aujourd'hui, s'est rattachée au Parti progressiste pour pouvoir être éligible donc, à l'aide publique aux parlementaires. C'est environ 37 000 € par parlementaire chaque année. Ça, on en est sûr, c'est établi. C'est établi, c'est vérifiable. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. Okay. Si on cherche bien, on va trouver ça. Okay. Gabriel Serville, de la Guyane, député de la Guyane, s'est rattaché au Parti progressiste martiniquais. Okay. Bien. Victorin Lurel, sénateur socialiste, s'est rattaché au Parti progressiste. Donc, Madame Vainqueur Christophe, députée socialiste, Guadeloupe, voilà, s'est rattaché Antoine Karam, pour l'année 2018, s'est rattaché au Parti progressiste. Donc, combien de parlementaires se sont rattachés au Parti progressiste? 9 parlementaires en 2018. Je parle de 2018. Expliquez-nous pour pourquoi. 2019, ça a changé. Une telle attractivité s'explique. Alors, ça, je ne le savais pas. Et j'ai compris aussi que c'est une pratique qui existait depuis longtemps, puisque je sais que, par exemple, le Parti Walwari de Guyane, Madame Taubira aussi, avait utilisé ça. Parce qu'en fait, pour être éligible à l'aide publique aux partis politiques, il faut réunir un certain nombre de conditions. Donc, il faut déjà avoir le statut de parti politique.
Donc c'est un statut qui est attribué par le ministère de l'Intérieur, d'une part. Ensuite, vos comptes, selon le niveau de vos ressources, doivent être certifiés par un ou deux commissaires aux comptes. D'accord ? Vos comptes doivent être tenus en amont par un expert comptable. Donc ça fait beaucoup de structures. Beaucoup de partis ne sont pas organisés pour cela. Par ailleurs, il y a eu une disposition là, pour les élections de 2017. Les partis politiques devaient, 3 semaines avant les élections législatives de 2017, Avant le premier tour. donc déclarer donc les candidats. Et c'est une nouvelle directive que certains partis n'ont pas pu observer, comme le PSG en Guyane, et je suppose bâtir le pays Martinique. Et donc, visiblement, le PPM avait observé cette directive-là, et donc ça m'a surpris. Et moi, ce que je dis, quand je parle de lumière et de transparence, ce que j'aurais souhaité, c'est que les dirigeants du PPM puissent communiquer ouvertement sur ces éléments-là. Mais pourquoi vous parlez de transit ? Expliquez-nous le système. C'est-à-dire que très clairement, le PPM qui est autorisé, qui est éligible donc à ces aides-là, les collecte et après les reverse. Mais à qui ? Il les reverse donc aux partis, des élus concernés. Sous quelle forme ? Ça, je ne sais pas, justement. Et moi, ce que j'aurais souhaité... Non, mais Mike a tendance à poser des questions qui amènent des trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, ça, et il est content, regarde. Mais c'est le cas aussi, par exemple, Madame Keklar-Mondésir aussi. Députée actuelle. Voilà. Elle ne s'est pas rattachée au parti qui est le mouvement Initiative Populaire de Bruno Nestor Azero. Mais elle s'est rattachée au Parti communiste. Comme M. Nilon, par exemple. Vous voyez ? Et moi, ce que je dis... M. Nilon, ça peut s'expliquer a priori, vu le contexte. Oui, bien sûr. Il s'est désaffilié il a démissionné du MIM. Désaffilié du MIM pour être affilié donc se rattacher au titre du financement de la vie politique. On vous invitera pour que vous puissiez nous expliquer. Donc voilà les surprises que j'ai eues. Et moi, mes interrogations de citoyens ordinaires, c'est de dire, mais à quelles conditions se font justement ces transits-là ? Parce que je me dis que peut-être qu'ils ne reversent pas tout, qu'ils prennent peut-être une commission. Non mais il faut leur poser la question. Et je compte sur vous, messieurs. Oui. La prochaine fois que vous mettez-nous encore une fois dans la situation difficile. Est-ce que la caméra peut s'attarder ici ? La prochaine fois. Le réalisateur doit rester sur Olivier Jamari. Posez-leur la question. Le citoyen normal que je suis. L'homme par qui la question arrive. Demande de. Non mais on retiendra quand même que c'est Mike Hiras qui a posé la question. Et que je n'ai rien à voir de cette histoire. Oui, donc ça m'a fait de courage, ça fait plaisir. Et ce qui m'a chacun son tour, Mike. Un dernier élément qui m'a surpris, c'est par exemple le compte du MIM, qui a été quand même qui est au cœur de l'actualité, je dirais, politique et judiciaire. Avec les assemblées générales. Exactement, l'administration judiciaire. Je pense que les votes de ce bouquin vont exploser. La fin de cette émission est remarquable, Olivier Jamari. En 2017, on voit que sur le compte du MIM, visiblement, il y a 148 000 €. En 2017, parce que ce sont les dernières données disponibles, ouvertes. Donc, que vont devenir ces 148 000 € là, qui sont sûrement devenus 200 000 € avec le financement de 2018, par exemple. Nous le saurons à la prochaine émission. Et puis, dernier élément, pour finir aussi sur le MIM, c'est-à-dire que le MIM est le parti aussi politique, donc, qui gère le mieux ses finances, puisque il dispose d'une épargne, donc je crois, d'un résultat de 55 000 €, alors que tous les autres sont déficitaires ou tournent autour de 2 000 € par exemple. Voilà. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisque exactement. D'où les donc voilà un petit peu des enseignements. Alors j'ai d'autres enseignements aussi, par exemple, pour terminer, sur les Corses, parce que j'ai aussi parlé des partis corses. Et on voit que les partis corses, visiblement, génèrent des financements autonomes. Ouais. Donc ils organisent des congrès où ils doivent faire des zouks, ce que ne font pas nos partis, par exemple. Voilà. Bon, des kermesses, des choses comme ça. Voilà. Mais s'agissant de Corse, on peut quand même se poser la question globalement. Voilà, alors, nous arrivons au petit quart d'heure, quelques minutes, il nous reste que quelques minutes culturelles. Mike ? Non, très rapidement, avant de vous laisser la parole, je sais qu'Olivier Jamari est venu bien équipé en la matière. Un mot sur la une du dernier Antilla, qui est consacrée notamment à la convention de partenariat qui a récemment été signée entre la CASSEM
et la CCI, une convention consacrée au développement de la zone centre de la CACEM, mais aussi un article notamment sur la suite Californie où j'ai croisé d'ailleurs, me semble-t-il, Olivier Jean-Marie lors de l'inauguration. La suite Californie qui, dans les grandes lignes, mais vous en saurez plus en consultant ce numéro, qui est un pôle d'excellence, présenté comme tel en tout cas, consacré au digital et à l'accompagnement des entreprises dans le numérique. Voilà, messieurs. Très bien. Moi j'ai sélectionné Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. C'est un bouquin fondamental. Non pas que ça concerne en particulier une partie de l'histoire, mais après la multitude d'affaires ou de propos sur les différences, les races et cette espèce de montée xénophobe que nous retrouvons y compris à Martinique, je pense que la lecture de ce petit livre de Claude Lévi-Strauss pourra remettre les choses bien en place dans la tête d'un certain nombre de nos héros du quotidien. Et puis un deuxième bouquin, parce que Mike m'a confié la mission extrêmement difficile de parler des vrais bouquins policiers. Donc le must en matière de littérature policière, Herbert Lieberman, Nécropolis, ce qui se fait de mieux. Donc là, vous n'avez qu'un seul bouquin à lire cette année, c'est celui-là, Nécropolis, absolument extraordinaire. J'en ne dirai pas plus. Et je passe la parole pour ce petit moment de culture que vous savez, dont la plupart des autres chroniqueurs et émissions nous envient. Entre autres. Voilà. À Olivier Jean-Marie pour ses coups de cœur. Oui, alors des coups de cœur, qui étaient difficiles à choisir, parce que j'étais prêt à amener toute la discothèque et toute la bibliothèque. Et alors, en disque, un album, en fait, j'ai amené là des ouvrages qui ont changé ma vie. Comme quoi, les artistes, il n'y a pas que les politiques qui peuvent changer la vie. J'invite nos téléspectateurs à bien les noter. Et donc ça va apparaître à l'écran. Ça va apparaître à l'écran. Ouais. Buscando America, qui est un album donc, de Rubén Blades, c'est Isdel Solar. Et c'est un album que j'ai découvert donc, par la fréquentation, donc parce que mon grand frère l'écoutait, mais aussi que j'ai eu l'occasion de travailler à l'école. Donc j'étais au lycée à l'époque. Ici, et je fais un clin d'œil au professeur qui m'a fait rentrer dans le texte, Buscando America, qui est M. Bonheur, qui est un professeur d'espagnol. Voilà, et puis donc j'apprécie particulièrement, je dirais, l'engagement de Rubén Blades, qui est un auteur à texte. Donc, et qui s'est présenté aux élections présidentielles du Panama. Et qui a été ministre du Tourisme aussi, entre autres. Voilà. Et puis, en termes de disque aussi qui m'a marqué, c'est Belé Boom Bap, donc de Cali, et avec une kyrielle d'artistes de qualité. Cali qui a fêté ses 60 ans cette année à La Palouza, et qui est aussi un artiste qui a changé ma vie, voilà, qui a contribué à ma formation d'homme. Et puis, en termes de livres, Peau noire, masque blanc. Donc on revient sur la question visiblement on ne s'était pas concerté. Ouais. Donc parce que ça c'est un livre que j'ai lu alors j'étais aussi lycéen et qui a beaucoup influencé ma vie. Et puis L'Alchimiste, qui est un roman de Paulo Coelho aussi, qui est un auteur que j'apprécie et qui m'a aussi aidé au cours de mon existence. Voilà. Que du classique, on a bien noté que... Ouais, mais le choix un peu resterait aussi, messieurs. Oui, c'est-à-dire que l'essentiel, on va à l'essentiel. C'est vrai que j'ai pas non plus consacré honnêtement beaucoup de temps. J'ai pris ce qui avait apporté de main. À mon avis, je pense que vous avez quand même impressionné nos téléspectateurs et que, alors d'une part, les ventes de votre bouquin sur les comptes de campagne, il faut que je le rappelle, qui est encore en librairie, à mon avis, devrait exploser cette semaine. Et puis, nous contribuons à la survie d'un certain nombre de libraires et de disquaires de ce pays, dont les stocks se vident après chacune de ces émissions. Je voudrais remercier Mike. Merci, d'avoir
participer à nouveau à cette émission, et puis surtout à Olivier Jean-Marie d'avoir voulu risquer les foudres de son environnement politique en acceptant de participer et d'être notre complice pendant cette heure et demie d'émission. Je vous dirai ça le jour prochain, si je suis toujours en vie. Et puis non, c'est moi qui vous remercie, et je remercie aussi Zouk TV, vraiment de donner la possibilité à des citoyens ordinaires de s'exprimer. Là, ça compte plus. Avec des journalistes de très très grande qualité. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup. Merci, et puis à la semaine prochaine. Alors peut-être que je peux, ce n'est pas de coutume, vous annoncer le prochain invité, parce que Mike va le découvrir en direct. Donc je dis ça parce qu'il y a des gens qui nous disent ouais, mais vous interrogez pas tout le monde, et puis il y a des gens qui sont l'objet d'ostracisme, de discrimination. Le prochain invité, c'est Juvénal Rémire. À bientôt.